Les examinateurs, ce sont des joueurs de poker. Les candidats pensent que l'examinateur est là pour les tuer. Si l'intro part mal, en général, tu le rattrapes pas dans le mémoire. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais je comprends pas, il a pas lu le mémoire, etc. C'est chiant. » Alors, je comprends, c'est vrai que j'étais à leur place, c'est chiant. Mais c'est une invitation vraiment à développer ta réponse et vraiment à montrer ton raisonnement. Forcément, le but du mémoire, c'est valider le DSCG. Mais derrière, ça doit servir aussi sur le terrain. Dans le rapport du jury, ils ont dit, t'as le droit d'utiliser l'IA. Mais l'IA n'est pas là pour rédiger à ta place. C'est bizarre quand même. T'es dans un cabinet où il y a 10 personnes, tu me dis, t'arrives même pas à interviewer une personne. Le bulletin officiel, j'ai même envie de dire, tu le télécharges, tu l'imprimes. 3 exemplaires, tu le mets partout où tu travailles. Que tu sois stagiaire, que tu sois alternant, que tu sois junior, tu dois comprendre en fait quelles sont les règles du jeu à respecter. Tu dois vraiment te dire, et je vais faciliter le travail de l'examinateur. On sait très bien, il y a des clients en compta, ils connaissent rien du tout. T'as 4 ans, t'as 20 ans d'expérience, etc. Mets-toi à la place en face du jury. Qu'est-ce que j'attendrais si j'étais jury? T'es obligé de t'entraîner. Donc tu peux t'entraîner tout seul, tu peux t'entraîner avec des gens, mais entraîne-toi, quoi qu'il arrive. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où nous allons aborder un sujet qui est le mémoire du DSCG. L'UE7 du DSCG qui peut des fois paraître un peu chiante à réaliser, mais qui apporte beaucoup de valeur à la fois pour le diplôme, parce qu'il peut être générateur de points, mais aussi il permet de préparer, tu nous diras ça après aussi Adley, finalement un peu la vie d'après, le monde professionnel. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Adley Antoine, qui est diplômé d'expertise comptable, qui est jury du DSCG sur l'UE de mémoire, mais aussi qui accompagne les mémorialistes du DEC à réaliser cette fameuse épreuve du mémoire. Adley, bienvenue sur l'épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Merci de me recevoir, Nicolas. Alors, ce qu'on va aborder ici, c'est un truc un peu singulier. C'est que j'ai déjà fait un épisode avec Céline Mansancal, qui est enseignante et puis jury de cette UE. Donc sur la plateforme, sur YouTube, vous trouverez directement un épisode pour comment on va concevoir le rapport. Mais ce que j'aimerais aussi, Adley, c'est comme toi, t'es mentor sur la plateforme Les Guides des Chiffres sur ce programme. Yes. Mais que t'es aussi jury du DSCG. J'aimerais qu'on puisse montrer à ceux qui nous écoutent, c'est quoi la vraie vie d'un jury, c'est quoi la psychologie et comment ça fonctionne. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Let's go. Jury de DSCG, comment on le devient déjà, et puis comment on se prépare pour rencontrer des candidats. Est-ce qu'on a peur? Alors, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est impatient? Le but, c'est vraiment de permettre aux étudiants qui passent le diplôme de pouvoir comprendre la psychologie du jury. Ok. Alors déjà, quand t'es jury, je vais déconstruire un mythe. C'est quelqu'un comme toi et moi. Okay. Alors, forcément, j'ai eu le DSCG en 2018 et la première fois que j'ai reçu un mail, je crois que c'était en 2024. Ok. Donc, c'est un mail qu'on reçoit pour nous dire, est-ce que tu veux être membre du jury pour telle épreuve, UE1, UE2, UE3 jusqu'à l'UE7? Mais ça veut dire qu'en fait, on t'appelle, qui c'est qui t'appelle? Est-ce que c'est l'admin? C'est le SIEC. Okay. Je reçois un mail. Parce que tu es diplômé d'expertise comptable ou non, je pense que c'est parce que je suis diplômé du DSCG. Okay. Et je pense qu'il faut attendre 5 ans à peu près pour recevoir ce mail. Oui, et on te dit, là, cette année, pour la session 2024-2025, on a besoin d'examinateurs sur tel UE. Alors, c'est à toi de choisir l'UE que tu veux. Tu peux prendre UE1, UE2, UE3, tout ce que tu veux. Et après, tu choisis, tu dis, je serai disponible pour cette UE. Moi, en fait, quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Je vais pouvoir enfin passer de l'autre côté. Okay. Sachant que j'avais déjà commencé à être coach DEC, je me suis dit, c'est bien de passer de l'autre côté pour voir comment pense un jury. Et forcément, je me suis dit, je vais choisir l'UE7 parce que c'est la plus proche du DEC. Ok. Donc, quand tu vas au jour des examens, au jour des épreuves, est-ce que c'est une journée que tu fais les examens? Est-ce que c'est 10 jours? C'est quoi un peu le calendrier? Alors là, ça dépend de l'UE que tu choisis. Si tu choisis les UE écrites, une fois que les épreuves se déroulent, toi, tu vas recevoir les différentes copies pour les corriger. Par contre, si c'est l'oral, là, par exemple, tu vas dire « je suis disponible tel jour ». Je suis disponible le matin, je suis disponible l'après-midi. Donc, tu peux être disponible toute la journée ou tu peux être disponible matin, après-midi. Donc, tu choisis. Et après,
tu reçois un mail quelques semaines après la validation de ton inscription pour te dire « Ok, le 27 octobre, tu passeras de 9h à midi. » Ou tu passeras de 9h jusqu'à 17h, je pense. Moi, j'ai fait que... à chaque fois que j'ai été jury, je suis passé uniquement le matin. Ok. Donc, déjà, moi, quand je suis jury, première chose, je prends un hôtel à côté d'Arcueil. Ok. Parce que, moi, vu que je suis en Ile-de-France, je prends un hôtel à côté d'Arcueil, comme ça, j'ai pas la pression du RER, la pression des bouchons. J'arrive le matin, je suis en forme. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Donc, on va dire que tu reprends, pour reprendre ton exemple, tu es là le 27 octobre, au matin. Est-ce que tu sais qui tu vas rencontrer ? Est-ce que tu connais les noms, les prénoms ? Est-ce que tu as vu les rapports de stage ? Est-ce que tu as lu combien de temps, toi, tu dois te préparer en amont ? Et puis, vous êtes 2 aussi dans le jury. Est-ce que tu sais avec qui tu vas être ou tu vas le rencontrer le matin à 9h ? Ouais. Alors, les mémoires, on les reçoit en amont. Ok. Et là, on te dit, OK, c'est le mémoire de un tel. Donc, par exemple, sur la session 2025, j'avais 3 mémoires. Donc, on me dit, OK, ça, c'est le mémoire de un tel, le mémoire de un tel, le mémoire de un tel. Tu reçois l'agrément, tu reçois le mémoire. Donc, tu sais qui c'est. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je ne vais pas sur LinkedIn pour voir qui c'est. Je ne veux pas être biaisé en disant c'est un homme, c'est une femme, il habite là, il habite ici. Alors, forcément, je connais l'adresse parce que sur le mémoire, il y a marqué l'adresse de la personne. Mais je me dis, le seul truc qui doit primer, c'est le mémoire. Okay. Je ne veux pas savoir à quoi ressemble la personne, etc. Ça, c'est toi qui penses comme ça ou alors c'est des indications que tu peux avoir ? Non, ça, c'est moi qui pense comme ça parce que je sais que certains jurys vont aller regarder pour savoir qui c'est. Mais moi, je préfère avoir le côté... Ok. Il n'y a que le mémoire, il n'y a que l'écrit qui compte. Ok. Très clair. Donc, tu prends connaissance du sujet, tu le lis. Est-ce que tu le lis entièrement ou tu lis dans les diagonales ? Est-ce que tu prends quelques passages et tu dis « ça m'intéresse, j'ai envie de creuser ». Est-ce que tu prépares en amont tes questions sur le sujet ? Comment ça fonctionne en fait ? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je reçois donc l'agrément, je reçois le mémoire. Donc d'abord, je vais lire l'agrément qui a été donné par l'enseignant-chercheur. Et ça, je me dis, OK, donc là, il a eu un 6.1. Il a eu un 6.2. Pourquoi ? Il a eu un 6.2 pour telle raison. Donc je me dis, OK, on lui a dit, il faut faire attention à l'orthographe. Donc là, je me dis, OK, je vais regarder dans le mémoire si l'orthographe, la grammaire, ça tient la route. Ok. Et 6.1, 6.2, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est quoi en fait la différence ? Ouais. Alors 6.1, c'est quand l'enseignant-chercheur te dit « Let's go, tu peux rédiger ton mémoire, mais tiens compte de mes remarques tout de même. » 6.2, tu peux rédiger, mais attention, là, les remarques que tu as eues, elles sont très importantes. Par contre, si tu as un 6.3, malheureusement, c'est refusé. Et tu as encore une dernière chance pour redéposer une demande d'agrément. Si tu as encore un 6.3, malheureusement, tu sautes pour la session. Ok, je vois, très clair. Donc déjà, toi, ça te donne un... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, ces 2 grilles de lecture, 6.1 ou 6.2, tu sais, est-ce que lui, il a bien fait ses devoirs ? Est-ce qu'il a tenu compte de la remarque importante sur le 6.2 ? Et là, tu vas essayer d'aller pas le challenger, mais en tout cas, voir s'il a bien pris en compte ce qu'on lui a demandé. Ah non, je vais vraiment le challenger dessus parce que je me dis que si l'enseignant-chercheur t'a donné cette remarque, c'est que il estime que c'est important, mais toi, derrière, tu dois avoir, je dirais, la lucidité de te dire, s'il m'a fait cette remarque-là, je dois le prendre en compte parce que peut-être qu'à l'oral, il ne sera pas là. Et en fait, je dirais qu'on s'en fout qu'il soit là ou pas parce qu'en fait, de l'autre côté, tu as 2 examinateurs. Eux, ils vont regarder, ils vont dire, OK, est-ce que tu as pris ça en compte ? Et du coup, est-ce que quand tu lis les fiches d'agrément, et après tu vois le candidat ou la candidate, est-ce que tu te dis, ou peut-être que tu n'as peut-être pas eu le cas, mais il y avait un 6.2, mais en fait non, ça le méritait pas ou ça le justifiait pas. Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais est-ce que quand tu lis la fiche d'agrément, tu es d'accord avec le point de vue de l'enseignant-chercheur ? Ou alors tu pourrais te dire, en fait, il abuse, quoi. Après, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pars du principe que voilà, il a donné un 6.2, 6.1, je vais pas le remettre en cause ou autre. Je me dis, OK, je vais regarder ça, je prends en compte et après, on voit comment ça se passe dans le mémoire. OK, donc dans les mémoires que tu as eues, est-ce qu'il y a des choses, déjà, restons focalisés sur le fond, pour l'instant, tu n'as pas rencontré les candidats. Ouais. C'est quoi ton sentiment quand tu lis le mémoire ? Est-ce que déjà,
tu as remarqué des choses qui étaient plutôt bien et que tu t'attendais pas, ah ouais, ça c'est pas mal. Ou inversement, tu te dis, ah, franchement, purée, il peut pas me présenter ça. Quoi. Bah, je dirais, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'introduction, tu sais si le mémoire sera déjà mauvais ou pas. Ok. Si l'intro part mal, en général, tu le rattrapes pas dans le mémoire. Ah ouais, tu vois, j'ai un livre, genre, je crois que c'est un livre, il m'avait vraiment marqué, c'est Convaincre en moins de 2 minutes. Et genre, si t'as pas convaincu là, c'est dead. Donc en fait, l'intro, elle est importante. Ah, en fait, c'est le plus important parce que même si, tu vois, j'ai lu l'agrément, etc., en fait, l'introduction, c'est vraiment le premier contact que tu as. Ça, c'est Donc, important, ça. Si tu soignes pas ton intro, en général, le reste suit la même direction. Alors, ça veut pas dire que si tu fais une bonne intro, derrière, ça va aller, mais tu peux pas réaliser un bon mémoire si ton intro, elle tient pas vraiment la route. On sait pas trop c'est quoi le sujet que tu vas traiter, quelles sont les questions de recherche que tu vas poser, les hypothèses, tu les développes pas forcément. Si on sait pas tout ça dans l'intro, en fait, c'est comme quand tu vas au cinéma et que tu vois les teasers qui passent avant que ton film commence. Ouais. Si le teaser te donne pas envie, bah tu te dis, bon, j'irai pas, quoi. Ça, c'est un point, je pense, hyper important et du coup, pas à négliger. Du coup, à ton avis, c'est à quel moment on doit rédiger l'intro? Est-ce que c'est finalement à la fin de notre rapport de stage? Est-ce que à quel moment on doit commencer ça? Est-ce qu'on doit y réfléchir au début? C'est quoi un peu ta vision? Moi, je serais d'avis à ce qu'on rédige l'intro au départ, parce que forcément, ça pose ton cadre. Et après, au fur et à mesure, tu peux revenir dessus. Et après, tu vois, par exemple, tu rédiges ta première partie, la revue de littérature, etc. Tu peux te dire, ah, c'est vrai, là, ce point très important, je ne l'ai pas abordé dans l'intro, donc je vais revenir dessus. Ok. Après, il n'y a pas de vérité. Certains rédigent l'intro à la fin, l'intro, elle est parfaite. Mais quoi qu'il arrive, tu dois te dire, les points importants, je dois l'aborder dans l'intro. Je dois les aborder dans l'intro. Ok, je vois. Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est comme quand tu vas rédiger sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir un post exceptionnel, mais si tes 2 premières lignes elles sont nulles, bah du coup, ça marchera pas en fait. C'est clair. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Tu dois donner envie. Tu as un produit magnifique, mais personne le connaît, ou tu as donné à personne, t'as donné envie à personne de pouvoir le découvrir. Donc du coup, je comprends bien l'impact et l'utilité de l'introduction dans ce que tu apportes. Donc là, mes chers candidats, il faut absolument veiller à ce que l'intro, elle donne envie de voir la suite, parce que quand bien même, j'imagine qu'en tant que jury, tu dois avoir une attitude, une vision impartiale, tu restes un humain, et donc forcément, tu peux être biaisé par une mauvaise accroche, même si tu voudras donner la chance après. Mais oui. Il va falloir remonter un peu plus d'efforts. Après, derrière, même si tu as une intro qui est moyenne, ce qui va aussi compter, en fait, c'est ta démarche de recherche. Et ça, c'est hyper important d'avoir une démarche, tu vois, qui est structurée. Très clair. Ok, donc, tu regardes l'intro, parce que c'est ça le but. Donc, tu regardes l'intro, tu feuilles, tu lis tout en détail, tu lis en diagonale, tu vas focaliser des choses. J'imagine que plusieurs jurys fonctionnent différemment, mais comment toi, t'as fonctionné? Bah, du coup, là, comme on a 50 pages à lire, donc vraiment là, sur la partie pure, la deuxième partie du mémoire, on va dire, les 50 pages, en fait, je vais tout lire. D'accord. Par contre, je vais tout lire, mais quand même de manière diagonale, on va dire. Je vais regarder la page, tac, 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 je regarde quels sont les points importants. Et si j'ai une question, alors, quand j'ai une question, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je me dis, ça serait bien de le challenger dessus à l'oral, juste pour voir comment il réfléchit. Parce qu'au DSCG, je dirais, il n'y a pas forcément, enfin, surtout pour le mémoire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il faut juste que ta réponse soit argumentée. Ok, je vois. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. J'imagine qu'un candidat qui dirait mais c'est écrit dans le mémoire, du coup, en fait, il n'a pas compris. Pour moi, c'est très intéressant de dire que tu as 50 pages, et donc, en l'occurrence, tu as 150 pages à lire, que tu as aussi des choses à faire à côté, que tu vas peut-être pas tout lire en détail. Et donc, si un candidat dirait mais c'est écrit, mais que toi, tu l'as peut-être pas forcément vu, et que tu poses une question sur quelque chose que tu n'aurais pas vu, il faut pas que le candidat il ait une approche en mode ouais mais t'as pas fait tes devoirs quoi. Ouais. Je pense que c'est pas en tout cas c'est pas la bonne manière de faire. Et du coup en fait il faut rester ultra pédagogique, comme si que la personne elle découvrait le rapport de stage une première fois peut-être. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si moi je suis jury, je te pose une question, ok c'est marqué dans le mémoire, ne le prends pas comme étant j'ai pas lu ton mémoire. Ouais, parce que comme t'as dit, à côté, bah voilà, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie personnelle qui est rythmée, donc peut-être il y a des détails
peut-être, il y a un moment où j'ai lu le mémoire, peut-être j'étais fatigué. Donc, il y a un point, je ne l'ai pas vu. Hmm. Mais si je te dis, à la page 27, tu as dit ça, je comprends pas. Et là, tu vas me dire, c'est écrit à la page 28, 29. Non, en fait, ne lui réponds pas comme ça parce que moi, derrière, je vais pas forcément le prendre mal, mais je vais me dire, ouais, mais tu aurais pu me dire. Alors, effectivement, ce point-là, je l'ai développé à la page XY pour telle et telle raison. En fait, c'est une invitation à développer ta démarche, à argumenter ta démarche. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais je comprends pas, il a pas lu le mémoire, etc. C'est chiant. » Alors, je comprends, c'est vrai, j'ai été à leur place, c'est chiant. Mais c'est une invitation vraiment à développer ta réponse et vraiment à montrer ton raisonnement. Parce que le mémoire, il va pas seulement servir. Bon, forcément, le but du mémoire, c'est valider le DSCG. On est d'accord. Mais derrière, ça doit servir aussi sur le terrain. Donc, dans le cabinet, l'entreprise, l'association dans laquelle tu travailles. Hyper intéressant. Mais c'est clair, hein. En tant que candidat, tu penses ou tu pourrais imaginer qu'une personne, elle a tout lu en détail et qu'elle maîtrise tout. Et que si elle n'a pas fait ça, en gros, ce serait un reproche à lui faire. Je ne dis pas ça pour les jurys, mais je pense juste en fait que quand on se pose d'un point de vue du candidat, il faut apporter beaucoup de vulgarisation, beaucoup de pédagogie. Il faut pas voir ce que la personne elle doit faire pour toi, mais toi, il faut que tu dois analyser ce que toi, tu dois faire pour elle. Ouais. Et donc, peut-être que... Je sais pas, hein, parce que moi, j'ai pas été jury, donc je peux pas le savoir. Mais peut-être qu'il y a une chose qui est importante pour le candidat et qui n'est pas pour le jury. Parce que lui, il l'a vu, mais pour lui, c'était pas très important, tu vois. Ouais. Donc, il l'a un peu passé, et après, je sais pas. Ça dépend aussi de l'examinateur. Parce que moi, vu que je suis côté professionnel, moi, ce qui est important, c'est aussi de me dire, OK, quel que soit le sujet qu'il y a, comment sur le terrain ça pourrait se traduire. Alors, quand tu as un prof, lui, forcément, il y a le côté académique qui est important, quel type de démarche tu as utilisé, pourquoi, etc. Alors, moi, je peux poser une question dessus, mais souvent, mes questions vont être orientées après sur le terrain. Ouais, mais si, par exemple, tu étais face à ton associé, qu'est-ce que tu dirais ? Quelles sont tes préconisations claires ? Et quelquefois, j'ai eu des questions comme ça, et je voyais que le candidat ou la candidate, en fait, elle allait pas forcément plus loin que le mémoire. Ok, je vois. Donc, oui, ça c'est important. Donc là, vous êtes deux jurys. Ouais. Il y a un jury pro et un prof. Ouais. A priori. Ou c'est tout le temps comme ça, ou alors ça peut changer. Normalement, c'est toujours un prof et un professionnel. Ok. Donc toi, tu as déjà une attente du professionnel, c'est que tu dois comprendre ce que la personne te raconte, comment tu la transposes dans la vraie vie. Ouais. En fait, il y a un point qui est important, c'est dans le bulletin officiel, c'est qu'il est dit clairement que l'UE doit servir sur le terrain. Donc, dans la structure d'accueil où tu es, dans le cabinet, etc., en fait, c'est pas juste un mémoire scolaire que tu produis pour avoir 13, 14, 15, 16, 17. Ok, c'est bien, mais si tu n'as rien retenu de ça, de ce que tu as fait dans le mémoire, de la démarche de recherche, etc., de la formulation des préconisations pour ta structure d'accueil, et même plus tard, si tu changes d'entreprise ou tu montes ton cabinet, etc., c'est dommage. Ouais, je comprends. Pour toi, cet exercice de la rédaction du mémoire, en quoi il peut aider sur, tu vois, l'expérience professionnelle d'un candidat ou d'une personne ou d'un junior? Le fait de bien faire ce travail, ça lui donne quoi comme skills dans le monde professionnel? Et puis aussi, comparativement à d'autres personnes qui ne feraient pas ce travail en mode, ils ne pensent pas à terrain, mais ils pensent que mémoire. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, je vois le truc. Quand tu vas passer dans le cabinet, par exemple, parce que moi, j'ai évolué en cabinet, donc on va prendre l'exemple du cabinet. Par exemple, on va dire, tu dois rédiger un rapport de fin de mission par rapport aux comptes annuels. Donc, dans le rapport de fin de mission, tu vas dire, OK, le résultat était de temps pour telle et telle raison. Le chiffre d'affaires a évolué pour telle et telle raison. Donc, il a évolué de 20% parce que l'entreprise a eu de nouveaux débouchés, etc. Avec le mémoire de DSCG, en fait, tu vas apprendre à chercher l'information, structurer l'information, te dire, OK, cette information, elle est comme ça pour telle raison. Et pas juste dire, voilà, le chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Je ne sais pas pourquoi. Là, l'idée, c'est vraiment de dire,
si le chiffre d'affaires a augmenté de 20%, raison 1, raison 2, raison 3, voilà ce que ça implique pour l'entreprise et en fonction de ça, voilà les préconisations que je donne au dirigeant ou à la dirigeante. Et en fait, c'est là où on doit aller plus loin avec le mémoire de DSCG, pas juste dire bon bah je valide l'UE, mais c'est vraiment se dire sur le terrain, la manière de rechercher l'information, la structurer, qualifier, regarder si elle est valide, parce que quand tu utilises l'IA par exemple, d'ailleurs, point important, dans le rapport du jury, ils ont dit tu as le droit d'utiliser l'IA. Mais l'IA n'est pas là pour rédiger à ta place. Tu peux reformuler avec, tu peux aller chercher tes sources, etc. Donc après, bon, faut faire attention, mais tu peux l'utiliser. Mais il faut savoir comment manier l'IA, parce que sinon, bah, ça peut mal se passer. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'expérience personnelle. J'avais 22 ans, je pense. Et j'étais responsable financier dans une filiale de chez Automobile Citroën. Et ma DAF, elle était partie. Ouais. Et du coup, j'ai dû la remplacer. Sauf que moi, je l'ai remplacée avec une expérience d'un mec qui n'en a pas beaucoup d'expérience. Et donc, c'était une boîte qui faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il fallait que je prépare le budget. Et moi, le budget, comme je n'ai pas fait ce travail de recherche, de savoir pourquoi le chiffre d'affaires, il augmente d'une année sur l'autre, pourquoi lui, il a dit que cette voiture, elle est déficitaire alors que toutes les autres sont bénéficiaires. Moi, j'étais compilateur. Et donc, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas vérifié mon information. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à faire une présentation budgétaire devant 8 personnes. Et puis, j'ai un mec en face de moi qui prend le budget. Et puis, il me dit, votre truc, il est faux, il me le balance à la tronche, entre guillemets. Ça m'a beaucoup marqué parce que, tu vois, ce que tu dis là à l'instant, si tu arrives avec des preuves irréfutables, que tu as recherché, que tu as documenté 20% de CA de plus, car 1, 2, 3, et ben du coup, tu fiabilises ton information, tu crédibilises ton discours, et puis tu permets à des gens de prendre des stratégies sur quelque chose qui est sécurisé, valable. Et donc, en fait, ce rapport de jury, enfin, ce rapport de stage, ce mémoire plutôt, que tu es en train de me montrer là, et ben, en fait, il peut aider ça. Moi, par exemple, je n'avais pas cette compétence. Quand j'ai fait cette présentation budgétaire, du coup, je me suis fait laminer. Et du coup, quand tu te fais laminer comme ça, bon, c'est bien parce que tu apprends. Quand tu as un peu de... T'as envie, il peut pas me parler comme ça, tu as envie de faire bien. Mais du coup, si tu es préparé dans les études immédiatement à avoir cette logique, bah, du coup, ça t'arrive pas. Et du coup, tu peux aussi peut-être progresser plus vite, j'imagine. Ouais. Toi, tu as bossé chez Grant Thornton. Il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, j'imagine. Et donc, ce que tu dis là, quand tu fais un rapport d'audit ou ce genre de choses, ça, bah, tu te sers de ce genre d'outils pour pouvoir travailler. Bah, surtout, en plus, quand tu travailles dans un grand cabinet, il y a beaucoup de services. Même si tu travailles dans un service en particulier, ton service est relié à d'autres services. Donc, par exemple, quand on te dit « Ah bah tiens, tu dois calculer les indemnités de retraite. Donc, va parler à tel directeur de tel service. » Ok. La première fois, tu te dis « Ok, mais attends, mais déjà, c'est qui, lui ?» Ouais. Après, sur les autres fois, tu dis « Ok, facile. Bon, maintenant, je vais voir lui, j'ai besoin de telle info. Ensuite, je vais voir tel avocat, j'ai besoin de telle info. » Et après, tu arrives à faire le lien avec tous les services et tu comprends la relation entre tous les services. Et c'est vrai que c'est un peu ça, la différence avec les plus petits cabinets où tout est concentré enfin, comment dire, tout est concentré autour de toi, on va dire. Ouais, bien sûr. Ok, très clair. Donc, on continue. Alors, on a cette phase d'intro et je t'avais posé une question et du coup, je pense qu'on n'a pas répondu. Dans les rapports de stage que tu as vus, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit « Ah, ça, c'est une bonne pratique, ça, c'est bien » sur le concret. Et puis, inversement, est-ce qu'il y a des choses où tu dis « Bah voilà, sur les rapports de stage que j'ai reçus, ça, c'était pas bien, le candidat il aurait pu peut-être faire plus d'efforts ou mieux illustrer ». Est-ce que tu aurais des exemples à me donner ? Bah, là, par exemple, je vais penser à la dernière session, donc celle de 2025, le tout premier mémoire que j'ai lu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lis le mémoire dans l'ordre dans lequel je vais les faire passer le jour J. Donc, le mémoire qui passe à 9h, je le lis en premier et ainsi de suite. Et justement, le mémoire qui passait à 9h, je lis le mémoire et je me dis, ok, c'est intéressant, mais les préconisations, il les a mises où ? Dans la conclusion. Et là, je me dis, mais pourquoi il a mis les préconisations dans la conclusion ? Donc, elles étaient intéressantes, mais comme elles arrivent dans la conclusion, bah, il ne les a pas étayées. Ok, je Donc, vois. Forcément, moi, la question que j'ai, c'est, pour l'oral, monsieur, pourquoi vous avez mis les préconisations dans la conclusion ? Là, il m'a répondu, bah, c'est parce qu'on m'a dit de faire comme ça.
Ok. Alors après, je lui ai pas dit, ouais, mais qui t'a dit de faire comme ça? Parce que c'est pas le but. Mais c'est là où j'ai compris que la méthode qu'il a eue n'était pas forcément la bonne. Parce que pourtant, dans le bulletin officiel, on te dit clairement, tes préconisations, elles doivent arriver avant la conclusion. Donc là, je vais en tenir compte. Mais comme il y a un oral, moi, le but, c'est que derrière, je puisse dire, OK, est-ce que maintenant, tu peux développer tes préconisations à l'oral? Et c'est là le point important de l'oral, c'est que, on va dire, quelle que soit la qualité de ton mémoire écrit, l'oral est là pour rattraper ton écrit. Alors, si tu as un écrit qui est moyen, l'oral doit vraiment servir à te rattraper. Parce que au niveau de la notation, c'est sur 10 à l'écrit, sur 10 à l'oral. Et à la fin, ça te donne une note sur 20. Donc, tu as tout intérêt à bien préparer ta soutenance parce que tu peux avoir 8 sur 10, on va dire, à l'écrit, mais tu fais une soutenance qui est vraiment dégueulasse. Alors, faudrait vraiment que tu fasses vraiment une soutenance dégueulasse pour avoir 1 sur la partie orale. Mais il faut vraiment se dire, les deux ont autant d'importance. Ok, très clair. Pour toi, ça aurait été quoi, selon toi, la bonne réponse qu'il aurait pu t'apporter? Tu vois, quand il t'a dit, en fait, on m'a dit de faire comme ça. Du coup, là, le candidat, quand j'écoute cette réponse, il est sorti de sa responsabilité et il a mis la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais pas sur lui. Pour toi, ça aurait été quoi la réponse juste? Parce que peut-être qu'il a... tu vois, le rapport officiel, le bulletin officiel dit qu'il faut faire comme ça. C'est pour ça aussi qu'il faut suivre des cours, il faut être accompagné par les bonnes personnes également. Ouais. Parce que du coup, si tu sors du cadre du bulletin officiel, quand tu es face à un jury qui, lui, respecte le cadre du bulletin officiel, du coup, en fait, tu t'envoies des petits signaux négatifs. Ouais. Ça aurait été quoi pour toi la bonne réponse? La bonne réponse sur ça... je pense que la réponse initiale, je ne l'ai pas forcément jugée mauvaise parce qu'il a été honnête. Okay. Maintenant, il aurait pu... Enfin, je ne sais plus si j'avais appuyé en lui disant, mais dans le bulletin officiel, on te dit que ça doit arriver avant. Ok, je vois. Si je te dis ça, là, en fait, malheureusement, tu n'as pas le choix. En fait, tu dois lâcher l'affaire et dire... avouer la faute. Écoutez, voilà, j'ai pas respecté le cadre, je suis désolé. Et après, je préfère un candidat qui me dit, bon, écoutez, j'ai pas respecté le cadre sur ça, j'en suis désolé. Moi, en fait, derrière, je passe à autre chose. Je vais te poser une autre question et je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Par contre, si tu lâches pas l'affaire en me disant, ouais, mais en fait, c'est parce qu'on m'a dit de faire ci, on m'a dit que c'était la vraie voie. En fait, ça va me montrer derrière que tu t'es pas capable d'avouer tes fautes et sur le terrain, ça va être important de dire, ok, là, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pallier à ça? Trop bien. Tu vois, je trouve que c'est hyper pertinent comme conseil à donner aux candidats, en mode, j'ai fait une erreur, donc c'est bien de l'avouer. Et du coup, en termes de skills, peut-être aussi, j'imagine, tu vois, apporter une résolution de problème en mode, ok, j'ai fait cette erreur, mais du coup, là, en y réfléchissant, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça à cet endroit-là, le mettre comme ça, et du coup, en fait, tu calibres. T'as avoué ton erreur et t'as apporté une solution immédiate. Du coup, ça peut, j'imagine, faire mouche, tu vois. Ouais. D'ailleurs, un point important, c'est que tu peux avouer une erreur, mais après rebondir tout de suite. Et c'est là l'importance de l'oral, parce que j'ai vu une autre candidate où le mémoire était intéressant, mais quand je lui pose des questions, je sentais qu'elle n'arrivait pas à prendre du recul. Alors après, je connaissais pas son âge, mais ça se voyait que... Elle avait un mémoire sur la génération Z, donc je sais qu'elle était assez jeune. Mais en fait, elle n'arrivait pas à prendre du recul. Et c'est là l'importance à l'oral, c'est de se dire, quel que soit ce que j'ai fait à l'écrit, je dois prendre du recul. Par exemple, si je te dis, alors je vais poser une question, alors vous avez réalisé une enquête quantitative. C'est bien, mais pourquoi vous n'avez pas réalisé une enquête qualitative? Là, quand je pose ce type de question, c'est pas une question pour dire, ouais, mais tu l'as pas fait, c'est mauvais. C'est juste, explique-moi ton raisonnement. Pourquoi tu l'as pas fait? Moi, tu m'expliques le raisonnement, ça tient la route, je te dirai OK. OK, je vois. Par contre, tu peux aussi me dire, voilà, si je l'ai pas fait, c'est parce que j'estimais que mon enquête quantitative était suffisante pour telle et telle raison. Il faut vraiment que tu puisses prendre du recul en te disant, j'ai fait ça, j'assume ma position, mais j'aurais très bien pu faire ça, ça aurait apporté ça. Mais j'ai pris le parti de pas le faire. Ouais, de ouf. Tu vois, je pense que ça, c'est... Du coup, en fait, quand tu racontes les contours de ce que tu as fait
dans la réalité, parce que tu peux faire une étude quanti, parce que c'est peut-être aussi facile, tu balances ça à ton réseau et tu as un maximum de réponses, et puis tu n'as pas fait quali parce que peut-être que tu es trop timide, parce que c'est peut-être aussi difficile d'aller déranger les gens, et que en fait, tu n'en avais pas assez, que tu n'avais peut-être pas suffisamment de temps. Bah voilà, justement, le premier candidat que j'avais vu où je t'ai dit les préconisations étaient dans la conclusion, lui m'a dit j'ai pas fait d'études qualitatives parce que dans la structure où je suis, c'est compliqué d'obtenir ce genre d'informations Ok. parce que le climat social est compliqué, etc. Et là, Ça s'entend en fait. là c'est Ok, je vois. je pourrais pas lui dire ouais mais non mais t'aurais dû le faire parce que je suis pas sur le terrain avec lui, je sais pas ce qui se passe. Je pars du principe que ce qu'il me dit est vrai. Et en fonction du sujet, je peux voir aussi si sa réponse tient la route. Tu vois, par exemple, si on est en cabinet et que tu me dis j'ai pas fait d'études quantitatives parce que l'expert comptable il voulait pas, là je vais me dire c'est bizarre quand même. T'es dans un cabinet où il y a 10 personnes, tu me dis t'arrives même pas à interviewer une personne. Ouais, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Oui, tu vois. En fait, c'est là où, quand tu connais le monde professionnel, tu sais pertinemment qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Tu sais que en période fiscale, c'est pas évident. Ouais. Si tu aurais dit oui, c'est la période fiscale, là, il est enterré sous les dossiers, tu sais qu'il dit la vérité. Ouais. Par contre, enfin, tu le supposes en tout cas, parce que tu pars du principe que ce qu'il te dit est la vérité. Ouais. Ok, hyper clair. Donc, ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a des choses où sur les rapports de stage que tu as lus, il y avait des choses qui étaient bien ou intéressantes? Ou même toi, personnellement, est-ce que tu as appris des choses, justement? Moi, ce que j'aime bien en étant jury des SCG, c'est que, de base, je connais pas le sujet qui va être traité. Donc, par exemple, je me souviens l'année dernière, donc sur la session l'année dernière, non. Là, maintenant, c'est session 2024. Il y avait un candidat qui avait préparé un mémoire sur le cinéma. Alors, le cinéma, on a tous un avis dessus. On aime, on n'aime pas. Mais, on va dire, l'envers du décor, on le connaît pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Et ça, j'avais bien aimé ce sujet parce que je trouvais que on allait vraiment dans l'envers du décor. Et ce que j'aime bien au DSCG, c'est que tu as tout type de profil. Tu as ceux qui sont en cabinet, donc qui vont prendre X mémoire, audit, expertise comptable. Il y a ceux qui sont en entreprise. Par exemple, il y en a une qui était à la caisse des dépôts et consignations. Donc ça, pareil, c'est un monde. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Ouais, je vois. Il y en a un, il a pris ça sur les associations. Alors, c'était un type d'association particulier. Il y a tout type de sujet. Moi, j'ai pas d'a priori sur le sujet. Tu peux prendre n'importe quel sujet, mais tu dois le traiter vraiment sous l'angle, on va dire, théorique et professionnel. Ça, c'est vraiment le plus important au DSCG. Ok. Pour toi, tu vois, j'imagine qu'il y a plein aussi de candidats qui sont dans des structures qui sont pas ouf, tu vois, qui sont pas dingues. Et du coup, c'est difficile de trouver un bon sujet. Comment t'arrives à trouver un bon sujet? Comment tu peux aussi trouver une niche de sujet, une singularité de sujet? Parce que j'imagine qu'aussi, par rapport aux 3 personnes que tu vas voir, du coup, c'est toujours les mêmes choses, digitalisation de la compta, ou je sais pas, facture électronique, ou j'en sais rien, des trucs qui sont un peu... Ou analyse de tableau de bord. Bon, voilà, quoi, j'imagine c'est vu et c'est refait, tu vois ce que je veux dire. Pour toi, c'est quoi un bon sujet? Ou comment tu pourrais donner un conseil à un étudiant de se dire, tiens, tu devrais partir sur cette ligne pour avoir quelque chose d'un peu singulier? Ou si tu sais pas, c'est quoi tes ressources? Comment tu peux faire pour y arriver? Après, tu vois, même quand tu te dis, bon, le tableau de bord, digitalisation, c'est vu et revu, c'est vrai. Mais il y a un point, c'est que le tableau de bord, par exemple, tu peux l'utiliser dans n'importe quel domaine. Par exemple, je sais pas, tu travailles dans un hôpital, tu peux mettre en place un tableau de bord. Tu travailles dans une scierie, dans une menuiserie, dans un restaurant, tu peux mettre en place un tableau de bord. Tu es dans un cabinet, tu as un client. Alors là, je vais prendre le côté deck, mais tu vois, par exemple, il y a une mémorialiste qui me disait ouais, mais moi, j'ai envie de faire un sujet sur l'apport partiel d'actifs, etc. Bon, tu vois, ça paraît sexy sur le papier, mais elle n'avait pas toutes les infos. Et à un moment, on a essayé de recadrer et elle me dit tiens, je pense à un sujet sur le coût de revient d'une poissonnerie. Ouais, c'est moins sexy parce que le poisson, ça pue, etc. Mais ton client, il en a besoin. Donc, en fait, toi, tu dois te dire sur le terrain, ok, le tableau de bord, c'est vu et revu, mais là, par exemple, j'ai un client qui est poissonnier. Lui, est-ce que je pourrais montrer quelque chose avec mon mémoire dessus? Est-ce que je pourrais formuler des hypothèses? Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est le plus important, c'est la curiosité. C'est de se dire,
ok, je fais des bilans, je fais des TVA, je fais de la saisie, ok, c'est pas ouf, mais est-ce que là, il y a un point particulier sur ce dossier-là? Trop bien. Ça, je pense que c'est une bonne approche. Donc, ça veut dire que tu prendrais un cadre général, mais tu le spécifierais tellement à un marché ou une activité ou à une typologie d'entrepreneur que du coup, bah, en fait, tu ressors quelque chose de singulier finalement. C'est Tu vois, ça. c'est vrai, la poissonnerie, je sais pas, c'est quoi la rentabilité je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que tu as plusieurs bacs là, tu vois, chez les poissonniers, je sais pas, t'as la lotte, t'as la dorade, t'as le Ouais. saumon, etc. Comment tu l'achètes, comment tu négocies tes prix, etc. Comment tu fais aussi ton pitch commercial quand tu vas vendre un poisson. Toi, j'imagine, tu vois. Bah ouais, en C'est fait, intéressant en fait. ce qu'il faut que tu te dises en tant que, j'allais dire mémorialiste, non, là, côté des SCG, c'est plutôt, ok, moi j'ai une démarche de recherche à apporter. En fait, tu te poses comme un archéologue. L'archéologue, de base, quand il part sur un terrain exploré pour trouver, on va dire, des ossements de dinosaures, il se dit pas, je vais forcément trouver quelque chose. Il se dit, je suis curieux, je vais voir ce qu'il y a sur le terrain. Et en fait, c'est cette curiosité qui va l'amener à trouver le sujet. Parce que si tu te dis, bon, là, je veux forcément trouver ça, tu vas galérer. Donc, le mémoire de DSCG, il est là pour travailler ta curiosité intellectuelle, ton envie, on va dire, d'aller vers les autres aussi. Parce que ce qui est important, c'est de te dire, OK, là, je pense à un sujet, mais est-ce que je pourrais en discuter avec une personne qui pourrait me dire, OK, bah, ce sujet-là, il peut être intéressant. Est-ce que tu as pensé à le tourner légèrement de cette manière? Est-ce que tu as pensé à telle info? Parce que forcément, quand toi, tu es en recherche de sujet, tu as une vision, on va dire, tu es dans un couloir. Tu peux avoir des fois des difficultés, on va dire, à t'ouvrir sur d'autres perspectives. Et en parler avec d'autres personnes, c'est ça qui peut être très intéressant parce que eux, ils n'ont pas ce parti pris. Ok, Forcément. Bon, ils peuvent en avoir un selon Ouais. le sujet, mais ils en auront moins que toi, je dirais. Très clair. Un rapport de stage, un mémoire, pardon. Est-ce qu'il doit être visuel? Est-ce qu'il doit être est-ce qu'il y a une norme à respecter pour pouvoir le concevoir? Est-ce qu'il y a des pages maximum? C'est quoi un peu les contours de ce qu'on doit mettre à l'intérieur dans des grandes lignes? Première réponse, il faut lire le bulletin officiel. Ouais, faut connaître la règle du jeu. Non, en toujours. fait, je préfère d'abord dire, tu dois lire le bulletin officiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bulletin officiel, j'ai même envie de dire, tu le télécharges, tu l'imprimes, 3 exemplaires, tu le mets partout où tu travailles. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bulletin officiel te dit clairement, OK, voilà le programme. Donc, par exemple, tu dois respecter 50 pages maximum de l'introduction jusqu'à la conclusion. Donc, vraiment sur la partie 2. Donc, par exemple, l'organisation, la présentation de l'organisation de la structure d'accueil, ça rentre pas dans les 50 pages. Ça, il faut le savoir. Si tu le sais pas, peut-être tu vas te dire, OK, bah, ça rentre dedans, bah, je vais faire 60 pages au total. Ou, je sais pas, je vais faire 70 pages, un truc comme ça, mais Ok, je vois. tu n'auras pas respecté les règles. Et souvent, ça, je le dis au deck, si tu lis pas la note du jury, donc là, on va dire bulletin officiel, qu'est-ce qui me prouve que demain, dans ton cabinet, quand on va te dire tu dois respecter telle règle fiscale, qu'est-ce qui me prouve que tu vas la respecter si tu n'es pas capable de respecter le bulletin officiel? Ouais, carrément. En fait, c'est un truc tout bête, mais que si tu transposes ça dans tout ce que tu vas faire dans ton métier, bah du coup, ça peut être compliqué. Bah oui. Tu vas faire des erreurs, en fait, et tu vas prendre des décisions qui sont les tiennes, alors qu'ils ne devraient pas. Parce que, mine de rien, l'expertise comptable, quel que soit le niveau, DCG, DSCG ou DEC, bah, il faut respecter des normes, quoi. Et on ne peut pas faire Ah, n'importe c'est ça. quoi. Et c'est ça le plus important parce que si tu penses que c'est juste scolaire, en te disant, bon, j'ai pas respecté ce que disait le bulletin officiel, c'est pas grave. Bah, justement, c'est grave parce que demain, en cabinet, en fait, il faut se projeter parce que nous, souvent, bah, on est junior, senior, manager. On se dit, bon, c'est pas grave. Mais derrière, il faut penser que tout en haut, il y a l'associé qui est expert comptable. Et lui, il y a toute la responsabilité finale qui repose sur lui. Ah, Donc, carrément. il a besoin d'avoir la confiance sur toute la chaîne. Donc, que tu sois stagiaire, que tu sois alternant, que tu sois junior, tu dois comprendre en fait quelles sont les règles du jeu à respecter. Très clair. D'ailleurs, avoir cet esprit, cet état d'esprit, je trouve que c'est très rassurant pour les gens qui vont travailler avec nous.
tu vas en entreprise et tu as ce mindset-là, dans cette industrie-là, dans ces métiers-là, du coup, tu vas avoir... les gens, ils vont te faire confiance, en fait. Tu ne fais pas n'importe quoi, c'est pas un rigolo, tu vois. Tu vois, par exemple, chez Grant Thornton, moi, je suis parti de chez Grant Thornton, j'étais en position de manager. Moi, j'avais besoin de me dire, en dessous de moi, je travaille avec des seniors, avec des juniors, donc quelquefois, j'étais en direct avec des juniors. Mais moi, le point que j'ai besoin, c'est de me dire, je peux me reposer sur lui, qu'il soit junior, senior, stagiaire. J'ai besoin de sentir la confiance en dessous. Donc, je me dis, je lui confie ce travail, je dors tranquille. Très clair. Parce que je sais qu'il va respecter les attentes. Pas les attentes, mais les consignes. Alors après, moi, je peux te donner une consigne. Et après, tu fais ce que tu veux, tu t'organises de la manière que tu veux. Mais si la consigne, c'est attention à telle règle fiscale, tu respectes la règle fiscale. Ouais. Après, tu peux prendre des libertés de dire, OK, je vais le présenter de telle manière. Tiens, je vais aborder ce point-là en premier, je vais aborder ce point-là en deuxième. Okay. Et c'est ça, en fait, l'importance du mémoire de DSCG, c'est de se dire comment je structure déjà mon mémoire. Parce que forcément, tu vas partir de l'introduction, revue de littérature, démarche empirique, préconisation, conclusion. Mais à l'intérieur, c'est à toi de te dire comment je structure. Et sur le terrain, c'est pareil. Très clair. Donc, en fait, tu prends le cadre et dans ce cadre, tu fais comme tu veux, mais tu dois respecter les contours du cadre. Ouais. Ok, très clair. Sur la notation des 10 sur 20 à l'écrit, ouais. C'est quoi les notations? On note quoi? L'écriture, l'orthographe, la syntaxe? Est-ce que ça a des points ou pas? Ou est-ce que ça, c'est juste une recommandation comme ça? Comment on va de 0 à 10? Comment on arrive à gratter des points au fur et à mesure? Alors, déjà, tout, mais vraiment tout est important. Aussi bien la forme. Donc, nous, on reçoit une grille. Donc, la grille, on note l'écrit. Donc, sur l'écrit, on note la forme du mémoire, mais aussi le fond. Donc, sur la forme, il y a est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est bien présenté? L'orthographe, syntaxe, grammaire, etc. Tout ça, il y a des critères. Et là, la grille de notation, elle a changé sur 2025. Maintenant, c'est insuffisant, moyen, très bien, etc. Donc, il n'y a pas de points en particulier sur un critère, mais tu dis, selon ton ressenti, selon ton analyse, c'est bien, c'est très bien, c'est insuffisant. Et donc, du coup, ça, avec ton binôme, est-ce que vous recoupez les notes ou alors est-ce que ça fait une moyenne de vos avis? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, quand je lis le mémoire, donc chez moi, je lis le mémoire et en fonction, je remplis déjà une première grille de notation sur la partie écrite. Okay, je vois. Donc là, je me dis, OK, l'orthographe, grammaire, syntaxe, je juge que c'était bien. Ensuite, sur les différents critères de notation, OK, là, je mets moyen, là, je mets très bien, je mets bien. Ensuite, la soutenance se passe. Donc là, pareil, on discute, etc. Donc, une fois que le candidat part, merci beaucoup, bonne journée, ton mémoire, il est noté en 5 minutes. OK. Alors, 5-10 minutes top chrono. Ça veut dire que tu quittes les examinateurs à 9h55, à 10h, on connaît déjà la note que tu as. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le candidat part, donc moi, je me pose avec le binôme. Alors, on va passer... Alors, je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais moi, quand je suis avec mon binôme, on reprend chaque ligne. OK, l'orthographe, t'en as pensé quoi? Ouais, moi, je trouve que c'était bien écrit, etc. OK, moi, j'avais mis bien. Toi, t'as mis quoi? J'ai mis bien. OK, on part sur bien. Deuxième critère. Par exemple, cohérence de la problématique. Ouais, mais la problématique, elle était pas... Enfin, c'était une question banale, un peu. OK, je vais mettre moyen. Toi, t'en penses quoi? Ouais, mais j'aurais plutôt mis insuffisant. Et là, à partir de là, on commence à discuter. OK. Ouais, mais regarde, cette problématique, elle permettait quand même de comprendre un petit peu le sujet. OK, effectivement, OK, on part sur moyen. Donc, il y a quand même une bonne discussion pour se dire, OK, pourquoi on va partir sur moyen? Pourquoi on va partir sur bien? Et après, on descend tous les critères. Une fois qu'on arrive à la fin des critères sur l'écrit, OK, donc on regarde, il y a 5 biens, il y a 4 moyens, il y a 2 très bien. OK, ça vaut un 7 sur 10, un 8 sur 10. OK. Ou ça vaut un 6 sur 10. OK. Maintenant, on passe sur la partie orale.
Et comme en plus l'oral, ça vient de se passer, c'est tout frais. Ouais, mais regarde, elle a passé plus de 20 minutes à l'oral. J'ai dû la couper. Donc, elle n'a pas bien structuré. Donc ça va être moyen. Ok, je vois. Là, les réponses, elle n'arrivait pas à prendre du recul. Ça va être moyen. Par contre, là, ici, elle a bien argumenté, elle a bien répondu à tel type de questions, etc. On voit bien son raisonnement. Là, on va partir sur un bien ou très bien, par exemple. Et là, on se dit, OK, ça vaut quoi à l'oral? Ça vaut 7. OK. Donc 7 ici, 6 à l'écrit, OK, 13 sur 20, OK, parfait. Ok. Donc en 10 minutes, on sait quelle est ta note. Et après, on donne la feuille à au surveillant et on passe au suivant. Ok, très clair. Est-ce que toi, tu as dû avoir à défendre un candidat sur un certain point ou alors, est-ce que tu as essayé d'aller chercher, je sais pas moi, peut-être un 0,25 ou un demi-point supplémentaire? C'est quoi aussi un peu ton approche? Parce que j'imagine que quand tu es un jury, j'imagine que tu as aussi, à ce moment-là, un pouvoir. Et donc, quand tu donnes le pouvoir à la mauvaise personne, entre guillemets, il peut avoir envie de pas se venger, mais je veux dire, tu vois, peut-être avoir une approche un peu dure. Est-ce que le jury joue un rôle? Est-ce qu'il est 100% lui-même? Tu vois, j'imagine que c'est pas facile. Et aussi, tu peux être biaisé. Parce que tu vois, quand tu fais ta notation de l'écrit, mais que la personne, elle est passée à l'oral, tu vois, la problématique à l'écrit, elle était naze. Et en fait, à l'oral, elle l'a bien défendue. Donc, tu sais, c'est peut-être que tu peux un peu rééquilibrer les choses. Comment ça marche, ça, tu vois, dans la vraie vie? Après, moi, le truc, c'est que comme j'ai déjà noté l'écrit avant de voir la personne, en fait, je sais que sur ma notation écrite, je vais conserver ce point. Parce que tu peux bien défendre à l'oral, c'est une chose. Mais par contre, l'écrit, il est toujours là. Après, avec l'autre examinateur, si lui juge que moi, je partais sur un bien, lui sur un moyen, on va essayer de comprendre pourquoi on diffère un peu. Et après, on ajuste. Moi, ça m'est arrivé de passer d'un bien à moyen ou de dire non, au contraire, moi, je pense que ça vaut plus un bien que moyen. Ok, je vois. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire, tu dois vraiment être clair dans tes propos parce que tu vas passer, je sais pas, tu vas passer 7-8 mois, voire plus des fois sur ton mémoire, mais en 10 minutes, les gars ont noté ils ont noté ton mémoire. Donc, tu dois te dire, est-ce que là, ce que j'ai fait, c'est vraiment tout ce que je pouvais donner? Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que derrière, quand tu arrives au moment des résultats, tu te dis, mais je comprends pas, j'ai eu 9, j'ai eu 8, mais c'est n'importe quoi. Regarde tout le temps que j'ai passé sur mon mémoire. Ouais, mais nous, on juge un travail en 10 minutes. Enfin, en 10 minutes sur la partie, vraiment sur la partie critères de notation. Mais vu qu'on lit le mémoire en plusieurs heures, ça a quand même le temps de maturer. Donc, tu dois vraiment te dire, je vais faciliter le travail de l'examinateur. Parce que l'examinateur, à côté, il a peut-être un cabinet, il a peut-être une vie de famille qui est rythmée, peut-être qu'il a lu ton mémoire entre deux couches, etc. Donc, facilite-lui le travail. Du coup, là, tu as dit un mot-clé qui m'a frappé, c'est que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu 9. Du coup, en fait, c'est pas le temps qui compte. Non. C'est vrai. C'est vraiment la qualité du temps que tu vas mettre, en réalité. Et effectivement, toi, tu as mis 9 mois peut-être à rédiger ton mémoire. Toi, tu as été au maximum de toi-même et eux, ils t'ont mis 8, quoi. En fait, c'est pas de leur faute à eux. C'est qu'en gros, toi, tu as fait un travail, il était moyen, quoi. Il faut avoir cette humilité aussi, je pense, tu vois, c'est pas l'effort qui récompense la note. C'est la qualité de l'effort qui récompense la note. Et surtout, souvent, je le répète cette fois au deck, je leur dis, mais en fait, quel que soit l'écrit que tu as fait, mais en fait, on s'en fout maintenant parce que tu peux plus rien changer. Ouais, je vois. Par contre, la soutenance, ça se prépare. Tu vois, par exemple, là, tu vas peut-être te dire, bah voilà, je suis face à toi, etc. Peut-être que tu trouves que je suis à l'aise à l'oral, mais moi, face à des examinateurs, j'ai jamais été à l'aise. Ouais, je vois. Tu vois, deux personnes qui jugent mon travail, en plus, tu parles face à des inconnus, j'ai jamais été à l'aise. Mais ça, j'ai dû le préparer. Tu vois, pour la dernière soutenance du deck, ça, j'ai dû le préparer pour arriver à l'aise et me dire, OK, là, je parle en tant que professionnel face à des professionnels. OK, je vois. Très clair. Donc, il y a bien un truc à prendre en compte, ne rien oublier. Ne rien laisser au hasard. De toute façon, je pense que depuis le 1 de DCG jusqu'à la fin du cursus, on dit il faut faire aucune impasse. Ouais. Donc, tout compte. C'est ça que tu dis, en tout cas pour l'écrit. Donc, tout compte, faites bien attention. Donc, je pense qu'un des bons moyens aussi de conseiller les candidats,
lisez bien le rapport du jury, lisez bien le programme officiel, pardon, tout, ouais. parce que c'est la règle du jeu. Et une fois qu'on a la règle du jeu, on sait jouer la partie. Ok, très clair. Il y a un point important quand même que je vais rajouter. Après, c'est la posture. Parce qu'en fait, au DSCG, souvent tu te dis, bon, j'arrive au DSCG, j'ai 22, 23 ans, 24, 25. Mais en face de moi, j'ai des gens qui ont X années d'expérience. Donc, comment je vais leur apprendre quelque chose de nouveau? Le truc que tu dois te dire, c'est que toi, tu as choisi un sujet. Donc, par exemple, je reprends le sujet sur le cinéma. Moi, j'y connais rien de base. Mais le truc que j'ai en plus par rapport au candidat, c'est que moi, je m'appuie sur une expérience qui est longue. Donc, je pourrais me dire, je connais rien dans le sujet, mais j'ai envie d'apprendre. Donc, je vais lui poser certaines questions. Donc, toi, tu es la personne qui maîtrise le mieux le sujet dans la pièce. C'est toi qui as choisi le sujet. Si tu l'as choisi, c'est pour X raisons. Donc, n'oublie pas pourquoi tu as choisi ce sujet. Pendant les 9 mois où tu as préparé ton sujet, tu as eu le temps de maturer ton sujet comme une belle viande, tu vois. Ouais, je vois. Donc, du coup, c'est à toi de te dire, dans cette pièce, je suis le master du sujet. Ils peuvent orienter leurs questions, mais toi, c'est à toi de te dire, j'ai cette réponse-là que je peux apporter. Je m'appuie sur mon expérience professionnelle. Je m'appuie sur mon jugement professionnel pour orienter mes réponses. Ok, tu vois, moi, par exemple, j'ai 15 ans d'expérience en cabinet, mais c'est pas parce que j'en ai 15 que je suis supérieur au candidat qui en a 4. Ouais, je vois, très clair. Très clair. D'ailleurs, en fait, ça pourrait avoir deux éléments dans l'esprit d'un jury. En tout cas, je me positionne moi en tant que jury. Si je connais parfaitement un sujet que la personne traite en face de moi, si je le connais parfaitement, je vais pouvoir jauger jusqu'à quel niveau elle est montée dans l'approfondissement du sujet. Donc, je me dis que si elle est arrivée à ce niveau-là, c'est pas mal, tu vois, pour son niveau à elle de DSCG. Et inversement, si je connais pas le sujet, bah, tu m'apprends un truc, merci beaucoup, hein. Franchement, c'est trop bien. Donc en fait, c'est vrai que le candidat, quand tu parles de posture, je trouve ça fort parce que la personne, elle connaisse ou qu'elle connaisse pas, si elle connaît pas, tant mieux, et si elle connaît, tant mieux aussi. Il faut juste aller lui montrer jusqu'à quel niveau tu as poussé le truc, tu vois. Et là encore, on va repartir sur le terrain. Ouais. C'est comme quand demain, tu es en cabinet, tu t'adresses à un client. On sait très bien, il y a des clients en compta, ils connaissent rien du tout. C'est clair. Tu vas tu lui parles de débit, et dire je comprends pas. Alors que d'autres, ils vont te dire ouais, mais le BE là, c'est pourquoi il a évolué de telle manière. Okay. Et là, en fait, tu dois jauger qui t'as en face de toi. Est-ce que tu as quelqu'un où tu sens que le jury, il connaît bien ton sujet, ou est-ce qu'il le découvre? Et ça, en fait, tu le vois dès les premières questions où tu te dis ok, là, la question, elle est orientée, il est vraiment parti chercher un point bien précis du mémoire. Je pense qu'il connaît bien, donc je vais devoir hausser mon niveau de jeu pour me dire, là, je parle à quelqu'un qui s'y connaît bien, donc je vais me mettre à ce niveau-là. Par contre, si tu juges que le jury ne s'y connaît pas très bien sur ton sujet, pars du principe que tu vas lui apprendre des choses. Donc, garde toujours la même exigence, mais essaye d'être beaucoup plus didactique, explicatif. Ah, trop. C'est vrai que j'avais pas à penser à ça, mais c'est vrai que la qualité de la question ou la pertinence de la question va forcément montrer aussi le niveau d'expertise de la personne. Tu vois Ok, je vois. Parce que tu vois, par exemple, je reprends le sujet sur la caisse des dépôts et consignations. Moi, j'ai pas travaillé en entreprise. Donc, ce monde-là, il m'a inconnu. Ok, je vois. Mais, moi, en fait, je me dis, ah bah tiens, c'est intéressant. Donc, je vais être curieux d'en apprendre plus. Et je vais me dire, ok, mais si j'étais à sa place, ou si j'étais, par exemple, le supérieur du candidat ou de la candidate, qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'apporte? Et en fait, moi, je me place toujours du côté professionnel. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'apporte avec ce sujet? Alors après, c'est sûr que si tu prends un sujet qui traite sur les cabinets, là, tu peux être sûr que n'importe quel sujet que tu prends, si tu tombes face à moi, il va falloir que tu m'en dises. Parce que, par exemple, je prends un sujet sur le recrutement de la génération Z. Bah ça, je l'ai vécu. Ok, d'accord. Parce que forcément, avec ma position de manager, quand tu recrutes un junior, il y a fort à parier que ce sera quelqu'un de la génération Z. Donc, tu dois te dire, ok, mais si j'étais manager, si j'étais expert comptable, qu'est-ce que j'attendrais de ce recrutement?
tu dois aussi, en fait, tu dois sortir de ton rôle. Quelle que soit ton expérience, tu as 4 ans, tu as 20 ans d'expérience, etc. Mets-toi à la place en face du jury. Qu'est-ce que j'attendrais si j'étais jury? Exactement. Ma grand-mère elle disait une expression, alors je sais pas si c'est elle qui l'a inventée ou quelqu'un d'autre, mais elle disait « je t'aime, mais je me préfère ». En mode, il faut toujours penser à la personne, que la personne, elle va penser à elle, entre guillemets, d'abord avant de penser aux autres. Donc du coup, c'est vrai que dans l'approche empathique qu'on peut avoir dans le cadre de l'examen, qu'est-ce que je peux lui apporter à lui, en fait? Je vais pas penser, moi, avoir une bonne note. Qu'est-ce que je peux lui apporter à lui? Et du coup, s'il t'apporte à toi, bah forcément, la conséquence, c'est que tu auras une bonne note. Puisque tu lui as apporté quelque chose. Enfin, une bonne note. En tout cas, tu vas augmenter les critères de points sur des éléments s'il a réussi à t'apprendre quelque chose. Ok. Donc, alors, sur l'oral, maintenant, on a vu la partie écrite. Merci beaucoup, Adley. Masterclass de malade. D'ailleurs, si vous souhaitez voir la formation de Adley sur la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres, allez directement en description de cette vidéo et de ce podcast. Maintenant qu'on a vu la partie écrite, sur la partie orale. Alors, c'est quoi la bonne approche? Comment un candidat il peut bien se préparer pour pouvoir présenter son oral? Toi, dans ce que tu as vu, quels ont été les éléments qui t'ont dit bien? Et de l'autre côté, ça va te dire, ah non, il faut que tu bosses ça avant de venir quand même. En fait, sur l'oral, ça va être simple. C'est comme un sportif. Demain, on va dire, il y a la finale de la Ligue des Champions. Pour ceux qui aiment le foot. Bah, la finale, tu vas la préparer. Tu vas pas arriver sur le terrain et dire, bon, je me suis pas préparé, mais on y va quand même. En fait, l'oral, c'est comme une finale, tu dois la préparer. En fait, tu dois te dire, OK, l'oral, je dois parler pendant 20 minutes sur mon speech. OK, donc qu'est-ce que je vais dire? Tu dois avoir une stratégie. Je vais aborder ce point-là, je vais aborder ce point-là, et je vais calibrer mon speech pour qu'il tienne dans les 20 minutes. Parce que si tu tiens pas 20 minutes, alors tu peux tenir 10-15 minutes et à ce moment-là, on passe aux questions. Mais nous, en tant qu'examinateurs, on va en tenir compte. Parce que dans la salle, par exemple, à Arcueil, de là où je suis, je vois les horloges. Donc, je sais à quelle heure commence ta soutenance, par ton speech, et je sais à quelle heure il termine. Donc, par exemple, il commence à 9h11. Tu as 20 minutes. Je m'attends à ce qu'à 9h31 à peu près, tu es terminé. Donc, 9h29, 9h32, OK. Mais si tu dépasses tes 20 minutes, justement, moi, ça m'est arrivé à la session de 2025. Je vois le premier candidat qui commence à dépasser le temps. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je devrais le couper ou pas? Parce qu'il commence à dépasser. Mon binôme, il n'a pas hésité. Il a dit, monsieur, là, c'est trop long, allez à la conclusion. Là, je me suis dit, OK. Deuxième candidate, je me suis dit, bah, OK, bah, je le coupe pas pour lui manquer de respect ou autre, mais la consigne, c'est 20 minutes. Tu peux pas en faire 22. Ouais, il faut respecter la règle du jeu, point. Et donc, du coup, ça, tu dois t'entraîner. Tu dois te dire, OK, je vais calibrer mon speech pour qu'il tienne 20 minutes. Alors après, le jour J, forcément, il y a un petit peu de pression. Tu vas peut-être parler un peu plus vite, tu vas peut-être parler plus lentement. Mais si tu t'entraînes X fois, en fait, tu vas réussir à tenir les délais. Et tu vois, moi, par exemple, sur la deuxième soutenance au deck, j'ai tout préparé. À chaque fois que je répétais, j'enregistrais ma prestation. Donc, dans mon ancien téléphone, il y avait 50 enregistrements. Il y en a qui duraient 8 minutes, il y en a qui duraient 4 minutes parce que je me suis trompé, donc j'ai recommencé. Et à la longue, j'avais plus besoin d'enregistrer, j'avais plus besoin de mes feuilles. Même, tu vois, j'étais sous la douche, bah, je me disais, allez, vas-y, je répète mon speech. Alors, je laisse pas couler l'eau, hein, parce que bon, tu connais la RSE, etc. Mais en fait, tu dois te dire, maintenant, je connais mon speech. Ok. Et puis, c'est bien parce que, en fait, en s'entraînant, tu peux comprendre à quel jalon tu es. À partir de ce moment-là, dès que tu arrives là, tu dois être entre 8 minutes et 8 minutes 30, par exemple. C'est à peu près ça. Et du coup, ça te permet. C'est vrai que généralement, quand tu as un peu la pression, tu vas peut-être un peu plus vite. Tu vois, tu vas débiter peut-être plus. Mais, ok, la préparation. Donc, tu connais la règle du jeu, tu sais comment on joue au foot, mais tant que tu n'as pas pratiqué sur le terrain, tu n'es pas un bon footballeur, quoi. Ouais. En gros. Ok. Donc, déjà, tu prépares. Est-ce que on juge les gens sur leur prestance, sur leur confiance en eux, sur l'élocution, sur l'éloquence, comment on évalue en fait l'oral? En fait, l'oral, c'est simple, il y a tout qui compte. En fait, les mots sont importants parce que si je te raconte n'importe quoi, bah, je vais me dire, le jury en face va se dire, mais attends, mais c'est pas en lien avec son sujet. Mais après, il y a ton attitude. Je pense à une candidate, elle maîtrisait son speech, mais elle était comme ça.
Ah ouais. Et en fait, tu vois... T'es stressé, toi aussi. Non, moi, j'étais pas stressé. En fait, moi, j'avais plus de la peine pour elle parce que Mais parce j'étais que à t'es sa comme place. ça. Parce que Et t'es comme ça, en fait. moi, je connais le côté où t'es je vois. stressé face à un examinateur. Donc, je me dis... En fait, j'ai de la peine pour elle parce que je vois qu'elle est pas à l'aise et qu'elle fait tout pour réussir. Mais je suis obligé d'en tenir compte. Parce que dans la grille de notation, l'attitude, on doit la noter aussi. Ouais, je vois. Donc, je vais pas lui dire, Madame, détendez-vous. Parce que cool, ouais. si je lui dis ça, en fait, je vois très bien qu'elle est stressée, donc ça va pas l'aider. Mais je vais en tenir compte. Alors, je mettrai peut-être moyen ou bien si après elle se détend, mais je vais en tenir compte. Donc, du coup, tu dois aussi te préparer sur ton attitude. D'ailleurs, il y a... Purée, j'avais un bouquin là. Bon, en tout cas, le corps, il parle, quoi. Ouais. Le corps, il montre plus que ce que ta voix, elle dit, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, forcément, c'est sûr que la personne, si elle est comme ça, alors on va voir dans la partie 1 et puis dans la partie 2, tu vois, Et aussi, ton attitude va avec le débit de ta voix. Parce que si tu as un débit qui ne donne pas envie d'être écouté, tu vois, c'est monotone. Et j'ai eu ça. Le côté où le débit ne donne pas envie d'être écouté. Ouais, donc, c'est clair. Forcément, tu vois, par respect, j'écoute. Parce que la personne, elle est là, elle a donné un travail. Mais je me dis, pareil, ça donne pas envie d'être écouté. Mais transpose ça encore dans le monde de l'entreprise. Demain, tu es face à un client, tu es face à un board d'associés, etc. Ah ouais, pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le temps. De ouf, vas-y, Eux, ils sont là, quoi, tu vois. J'ai encore une réunion aujourd'hui, c'est la 5e réunion. Je veux une information, mais tu dois mettre la forme derrière. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de t'entraîner. Donc, tu peux t'entraîner tout seul, tu peux t'entraîner avec des gens, mais entraîne-toi, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair. Ok, je vois bien. Ensuite, du coup, donc, tu fais la présentation. Est-ce que tu peux prendre ton ordi? Est-ce que tu peux prendre des accessoires? Est-ce que tu peux prendre une tablette? Qu'est-ce que tu peux mettre sur le bureau? Alors, déjà, tu peux venir avec un support écrit. Tu peux venir avec ton ordinateur. Tu viens avec ce que tu veux pour faire une bonne présentation. Certains disent, OK, moi, je viens avec un support écrit. Je donne un support à un examinateur, un support à un autre. Je garde un support pour moi. Certains font des présentations PowerPoint avec leur ordinateur. Par contre, tu prends un ordinateur, assure-toi qu'il soit chargé et assure-toi de bien maîtriser la présentation. Ok. Parce que je me souviens en DSCG, ça m'est arrivé où je faisais une présentation, sauf que ça a défilé automatiquement. Ah oui, d'accord. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai vu dans le regard des examinateurs qui commençaient à regarder ailleurs, ils étaient plus concentrés. Et là, je me dis, je vais retourner l'écran pour voir ce qui se passe. C'est arrivé à la fin. Ok, d'accord. Je vois. Donc, je l'ai recalibré. C'est reparti en automatique. À la fin du speech, je me suis dit, OK, ça, c'est bon. C'est mort. Quelles que soient les réponses que je vais apporter, ils vont dire, il n'a pas maîtrisé son speech. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner? Si en plus l'écrit n'est pas bon, c'est mort. Donc, tu peux venir avec ce que tu veux, mais maîtrise-le. Tu viens avec un ordinateur, il doit être chargé au max, tu dois comprendre comment faire défiler, etc. Ok, je vois. Ok, très clair. Entendu, donc. Un point important. Ne viens pas avec... tu peux avoir ton diaporama, mais ne viens pas avec un... Comment je dirais? Le speech écrit ligne par ligne. Et ça, tu vois, je l'ai vu parce que, tu vois, par exemple, là, la distance qu'on a, elle sera un peu plus courte. J'avais posté une image sur LinkedIn où tu vois la distance entre l'examinateur et le candidat. Et en fait, tu vois clairement ce qu'il y a sur sa feuille. D'accord. Je vois pas les mots, mais je vois qu'il a une feuille où tout a été rédigé à la ligne près. Et quand tu lis ton support, c'est pas pareil. On sent que c'est pas naturel. On sent que tu lis un truc et pendant 20 minutes... C'est relou. C'est relou. En fait, c'est super relou parce que du coup, tu crées une distance. C'est vrai qu'en fait, tu crées une distance entre les gens, ton papier et les gens, en fait. Et donc, toi, t'es avec ton papier. T'es pas avec les gens. C'est ça. Et du coup, en fait, ouais, je comprends l'idée. Ok, très clair. Masterclass. Donc, on a 20 minutes. Donc ça, c'est le cadre où la personne, elle doit étayer son sujet, répondre à la problématique, apporter ses recommandations, sa démarche, etc. Donc, à la fin, le jury, il doit avoir quoi comme sentiment? Ce serait quoi le bon sentiment?
soit j'ai tout compris, ou alors j'ai tout compris pur, mais j'ai envie de creuser plus. C'est quoi le mood dans lequel le candidat il doit amener le jury à la fin des 20 minutes? Tu dois montrer au jury dans tes 20 minutes quelle a été ta démarche de recherche depuis le point de départ, on va dire. J'ai choisi ce sujet pour telle raison, jusqu'aux préconisations. Le but, c'est pas de résumer ton mémoire mot à mot, etc., mais vraiment de montrer quelle a été ta démarche de recherche. Parce que au DSCG, c'est comme si tu étais un chercheur. Donc les chercheurs, quel que soit le résultat, ils vont te montrer leur démarche de recherche. Et donc pour dire, ok, bah voilà, ma problématique c'était ça, mes questions de recherche ont été orientées vis-à-vis de ça, j'ai mis en place une démarche hypothético-déductive. Voilà, j'ai réussi du premier coup, parfait. Donc tu montres tout ton raisonnement. Parce que demain, encore une fois, tu vas sur le terrain, ton client, le tout, c'est pas de lui dire, t'as fait un bénéfice. Il le sait, oui ou non. Mais tu dois lui montrer pourquoi il a fait un bénéfice. Est-ce que, selon toi, il faudrait qu'à la fin des 20 minutes, le jury se dise, en fait, c'est vraiment documenté ce qu'il me dit. C'est étayé. Donc, en fait, c'est comme si que je ne peux pas remettre en cause ce qu'il me dit, parce qu'en fait, sa démarche, elle est tellement précise qu'en fait, il s'appuie sur des éléments qui sont, en tout cas, vérifiés et vérifiables. C'est ça. C'est ça, en fait. Là. C'est ça, parce qu'en fait, tu as un chercheur. Donc, le chercheur, il doit assurer sa recherche. Ok. Donc, en fait, là, je trouve ça très intéressant. L'idée serait de se dire, il faut casser toutes les objections qu'un jury pourrait avoir en disant, ok, j'arrive à cette conclusion parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et si tout paraît cohérent dans l'esprit du jury, bah du coup, en fait, tu as réussi un peu ta mission. Et s'il y a un élément qui dit, mais en fait, je suis pas très d'accord avec vous, pourquoi vous avez fait que quantitatif et pas qualitatif, bah du coup, après, la personne, elle peut répondre avec une vraie histoire. C'est ça. Bah, j'ai pas eu le temps, ou alors parce que personne veut me répondre, ou alors, en tout cas, apporter quelque chose qui soit concret, honnête. C'est ça. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est que, ok, tu prépares ton speech, mais dans ton speech, tu peux laisser des portes ouvertes. Des portes ouvertes, comme ça, le jury va avoir envie d'en savoir plus. De rentrer dedans, quoi. Et donc, toutes les portes ouvertes que tu vas laisser, tu prépares des questions potentielles et des réponses potentielles. Parce que on le voit, quand je suis examinateur, alors que ce soit examinateur DSCG ou quand je joue le rôle de l'examinateur au DEC, je vois si le candidat a bien préparé sa soutenance. Parce que je peux avoir des questions qui peuvent être tendancieuses. Là, je vais te dire un truc, c'est que les examinateurs, ce sont des joueurs de poker. Pourquoi ? Parce que je vais te poser une première question, mais c'est pas la vraie question que je veux poser. La première question, c'est que je veux voir un petit peu ton raisonnement, mais la deuxième est cachée derrière. Donc, tu vois, par exemple, si je te dis, ouais, mais est-ce que vous pourriez me donner les limites de votre mémoire ? Cette question, moi, je sais, il y a une limite dans laquelle je veux t'amener, mais je veux voir si, par exemple, tu vas l'aborder spontanément. Ouais, mais pourquoi vous n'avez pas abordé ce point dans votre mémoire ? Ça, c'est la vraie question que je voulais poser. Mais je ne vais pas te le dire frontalement. Je veux voir si toi, tu y as déjà pensé. Après, si je te pose la question, bah, pourquoi tu ne l'as pas abordé ? Là, je vais attendre de toi que tu puisses argumenter. Parce que j'attends pas une réponse parfaite. Parce que je ne sais pas. Je te connais pas. Tu me connais pas. Donc, j'attends de voir. En fait, ce que je veux voir, c'est ton raisonnement. En fait, il faut voir ça plus comme une conversation. Alors, on est dans le cas d'un examen, je comprends. Mais en gros, c'est un échange entre deux humains et un qui pose des questions parce qu'il veut des réponses et quelqu'un qui doit donner des réponses, mais pas cacher ou raconter n'importe quoi. Tu sais, en fait, au fur et à mesure qu'on discute là dans cet épisode, je me dis, il faut pas jouer de faux semblants, en fait. Faut pas montrer un masque. Non. Je pense qu'en fait, le masque qu'un candidat pourrait avoir, parce qu'il est face à un jury, en fait, je pense qu'il faut le faire tomber. Parce que plus tu es honnête dans ta démarche, par exemple, si tu dis bah, pourquoi tu l'as pas abordé, la personne, elle te dit bah, j'avais pas le temps, car 1, 2, 3, ou alors, bah, en fait, c'est une bonne remarque parce que j'y avais pas pensé, en fait. Et c'est justement le point où tes réponses doivent être étayées. Voilà, si tu me dis, si je te dis pourquoi tu l'as pas abordé, j'avais pas le temps.
ça, je peux pas l'entendre dans le sens où, en fait, tu me dis rien ici. Mais si tu me dis, alors, je ne l'ai pas abordé parce que le temps était insuffisant par rapport à tel et tel point, là, tu as argumenté ta réponse. Parce que tu m'as expliqué pourquoi tu l'as pas fait à cause de telle et telle raison. Ok, donc là, ça veut dire que dans ce cas précis, tu ne viendrais pas mettre une mauvaise note à la personne par rapport à la question que tu lui poses et qu'elle ait réussi ou pas. Alors, par exemple, tu te dis pourquoi tu n'as pas abordé. Alors, si la personne, elle te répond, quelle que soit la manière dans laquelle elle te répond, mais elle te l'argumente et elle te l'étaye, est-ce que ça a un impact sur la notation que tu vas avoir? Ou alors, justement, si elle n'a pas abordé le sujet, mais qu'elle a bien répondu dans son argumentation, est-ce que ça compte positivement dans la note ou alors inversement, ça compte négativement? Bah, l'argumentation, en fait, c'est la qualité de l'argumentation qui va compter dans la note. Parce que derrière, bon, voilà, si par exemple, tu te trompes sur... si par exemple, je sais pas, t'as dit j'ai utilisé une démarche hypothético-déductive alors que c'était une démarche abductive, là, en fait, ça va être plus compliqué à justifier parce que ça fait partie des attentes du bulletin officiel. Mais par contre, si je te dis, bah, pourquoi t'as pas abordé ce point-là? Et j'attends même pas de bonnes réponses parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment la qualité de ton argumentation pour dire il y avait tel point, je fais le lien entre les deux, entre les trois. Voilà pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le candidat, il doit pas imaginer dans cette question qu'il est jugé sur un manquement qu'il a eu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, donc dans cette question-là, la phase plus concrète, c'est je te pose cette question, c'est l'argumentation qui m'intéresse. C'est pas le fait que tu l'aies fait ou pas fait. Et je te juge pas sur le fait que tu l'aies pas fait parce que peut-être que tu as de bonnes raisons. C'est ça. C'est comme ça que le candidat il devrait prendre cette question. C'est ça. Parce que souvent, les candidats pensent que l'examinateur est là pour les tuer. Ouais. Voilà, c'est clairement le terme. C'est qu'ils se disent ah bah s'il a posé cette question, c'est que c'est vrai. Bah non. C'est pas parce que toi, en tant qu'examinateur, tu poses cette question que c'est forcément vrai. Ou que c'est une vérité absolue. Non, bah, la vérité se situe toujours quelque part au milieu. Okay, mais toi, tu as ton point de vue, défends ton point de vue. Et en fait, c'est ce qu'on attend de toi. C'est que tu es une position, tu l'assumes. Ok, très clair. Dans cette notation, donc j'ai bien compris l'argumentation, j'ai bien compris la posture, quels sont les critères d'évaluation aussi dans l'oral? Après, à l'oral, il y aura la capacité à écouter les questions. Parce que si je te pose une question que tu réponds à côté... Dead. Bah, malheureusement, il y a un problème. Donc, tu ne dois pas hésiter à reformuler la question si, éventuellement, tu ne l'as pas bien comprise. Au contraire, je préfère encore que tu me dises est-ce que vous pourriez reformuler la question ou si je comprends bien, vous souhaitez avoir telle information. Oui, c'est ça. OK. C'est clair. Là, tu déroules. OK, très clair. Et tu peux également me dire OK, je réponds à cette question. Moi, je juge que la réponse n'est pas satisfaisante, donc je repose la question, j'essaye de creuser. Mais si à un moment, tu vois que tu n'arrives pas à donner la bonne réponse, tu peux dire clairement voilà, écoutez, je ne sais pas. Je préfère un candidat qui me dit au bout de la deuxième ou troisième fois écoutez, là, j'ai pas de réponse à vous apporter, plutôt que d'essayer de creuser, parce que ça montre que t'es pas capable, en fait, de te dire ah là, j'ai atteint ma limite. Tu sais, j'avais lu un livre, il est vraiment chiant à lire, mais il était très intéressant. Je me rappelle plus du titre encore une fois. On enregistre ce podcast au retour de mes vacances, du coup là j'ai tout oublié. Ah ouais, là c'est... Bref, en tout cas, les leaders, les caractéristiques des leaders, les compétences des leaders. Ouais. Et en fait, il y a le fait d'être humble et de ne pas savoir. Ça, c'est l'une de leurs caractéristiques. Tu peux pas tout savoir. Et donc, en fait, admettre que tu ne sais pas, c'est mieux que de forcer de démontrer que tu sais, alors qu'en fait, ça se voit que tu ne sais pas. Ouais, ça se voit. Du coup, ouais, parce que tu le sens, parce que, ouais, je comprends bien l'idée. Donc ça, c'est vraiment... je dis souvent ça à mes enfants, c'est le fait d'avouer la faute, et ben en fait, c'est pardonné à 50% déjà, tu vois. Plutôt que je découvre que tu me l'as fait à l'envers, tu vois. Bah, ça me fait penser... Alors, je sais pas si tu connais Michael Benaïm. Oui, je vois c'est qui. Bah, je le connais sur LinkedIn. Bah, justement, lui, c'était mon premier employeur en CDI. Okay. Et il me disait qu'il y avait un proverbe qui disait que si tu admets aujourd'hui que tu ne sais pas, c'est beaucoup mieux de le faire aujourd'hui que dans X temps. Carrément. Ok, très clair.
Est-ce qu'il y a des... toi, tu es sensible à quoi quand tu vois un candidat? Toi, personnellement, tu es sensible à quoi quand il arrive? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes sa démarche, son attitude? C'est quoi un peu quel serait le bon moyen, en tout cas, de t'avoir, toi? Où tu dis, là, j'aime bien avoir ce genre de personne en face de moi et ça m'impacte. Bah, tu vois, je vais te dire un truc. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans tout ce que tu fais, tu dois être passionné et passionnant. Donc, ça veut dire, moi, si tu veux, j'attends rien de spécial d'un sujet en particulier. Mais ce que je veux, c'est voir ce côté, voilà, j'ai pris ce sujet-là, il me passionne et je vais te montrer en quoi c'est intéressant. Donc, dans ton attitude, on doit le sentir. Ok. On doit sentir que tu as pris plaisir à rédiger ton mémoire, tu as pris plaisir à préparer ta soutenance. Et en fait, ça va rejaillir aussi sur le jury parce que peut-être qu'en face, le jury, peut-être qu'il est peut-être j'ai mal dormi ou etc. Ouais, mais donne envie à ton examinateur, enfin à tes examinateurs, d'en savoir plus sur le sujet, de se dire « Ah ouais, là, j'ai passé un bon moment, en fait. Et là, en fait, il doit se dire « Là, l'heure que j'ai passée avec ce candidat ou cette candidate, franchement, c'était top. On a bien discuté ensemble. » Et tu vois, je pense à la session 2024. Il y a une candidate. On a dit « Ok, la soutenance, elle est terminée. » Elle a dit « Je peux vous poser des questions ?» Ouais, allez-y. Et en fait, je crois qu'elle avait 22, 23 ans. Et en fait, on a échangé, je pense, pendant 10 minutes sur est-ce que ensuite, pour le DEX, ce serait mieux de faire ci? Est-ce que je dois retourner en cabinet? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et là, c'était vraiment du off. Donc, tout ce qu'on se disait là, on l'a pas pris en compte dans la notation, mais avec mon binôme, on a trouvé ça génial parce qu'on se disait, en fait, elle a osé derrière se dire, j'ai une carrière à continuer, donc est-ce que vous pouvez me donner quelques informations? Trop bien, trop bien. Très, très clair. C'est vrai, hein, tu vois, toi, tu es là, tu fais t'as 3 heures, il faut que tu enchaînes 3 candidats, ou peut-être plus si tu as fait toute la journée, tu es fatigué, tu rencontres des humains, il faut que l'énergie, ça se transmet entre les individus, tu vois. Bah, tu vois, par exemple, le binôme que j'avais cette année pour la session 2025, à la fin des 3 heures, il me dit « Alors, vous revenez cet après-midi ?» Je lui dis « Non, moi c'est bon, je fais 3 soutenances. » Et là, je lui dis « Mais et vous ?» Il m'a dit « J'ai 30 soutenances à faire passer. » Ah ouais. Donc, pars du principe que tu sais pas où est-ce que... tu sais pas, toi, en tant que candidat, où est-ce que tu vas être positionné. T'es le premier, ok. Mais si t'es le 30e, tu sais que le mec, il a eu 29 soutenances avant toi. Ouais, t'es la dernière. Peut-être que, tu vois, il y a un côté où t'as envie de l'expédier, mais vu que tu sais pas où t'es, c'est là où tu dois avoir ton côté passionnant pour captiver ton examinateur, pour conserver son attention, tu vois. Très intéressant. Tu vois, quand tu fais des processus de recrutement, par exemple, tu vas rencontrer plein de candidats. Ouais. Et des fois, tu fais des semaines où tu en rencontres beaucoup, quoi. Peut-être 30, 40, et t'enchaînes. Et en fait, c'est simple, hein. Même au 40e, tu te dis « Ah, purée, celui-là était ouf. » Ouais. Mais dès qu'il est ouf, en fait, même si t'es fatigué et que tu le vois à ce moment-là, ça fait la différence. Bah oui. Ok, très clair. Masterclass. Adley, est-ce que tu aurais peut-être 2-3 conseils à donner à des candidats qui vont passer le DSCG ou qui se préparent là, en fonction du moment à laquelle ils regardent ou ils écoutent ce podcast, soit pour la soutenance, soit pour la rédaction de l'écrit? Je pense, premier conseil, s'entourer. Déjà, ouais, ça vraiment, c'est le premier conseil, tu dois t'entourer. Ça veut dire que entoure-toi de personnes peut-être qui ont déjà passé le DSCG, de personnes qui le passent en même temps, pour justement avoir un binôme, pour avoir un mentor, justement. Bah, là, sur la plateforme, tu le dis, le mentor, etc. C'est important. Bah, tu peux pas réussir seul. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, travaille, je dirais, ta curiosité. Parce que ton sujet, tu vas pas devenir spécialiste de ton sujet parce que tu as dit « je prends ce sujet ». En fait, de l'étape numéro 1, je choisis le sujet, jusqu'à l'étape je suis diplômé, il y a tout un parcours. Et au final, tu dois prendre plaisir à réaliser ce parcours. Parce que beaucoup se disent « ouais, mais moi, je vais aller directement à l'étape de je suis diplômé ». Mais c'est pas... Enfin,
c'est important et c'est normal. Mais c'est la qualité de ton parcours qui te mènera à ce diplôme. Et après, je dirais, dernier conseil, c'est entraîne-toi. Entraîne-toi au maximum pour la soutenance parce que tu pourras pas être à l'aise. Certains sont à l'aise naturellement, tu vois. Mais d'autres non. Mais tu dois le préparer. Parce que tu te dis, bon, là, j'ai 1 heure. Faut que je fasse en sorte de tout tuer sur cette heure-là. Parce que, surtout au DSCG, si tu rates ton épreuve, c'est l'année prochaine. Et ça, c'est un truc où, ça, franchement, je supportais pas ça au DSCG parce que tu rates et tu dois attendre 1 an. Alors que tu vois, par exemple, au DEC, tu dis, bon, je peux peut-être me représenter à la session qui arrive dans 6 mois. Ouais, je vois. Masterclass. Adley, merci beaucoup d'avoir... Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de podcast. S'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Si vous souhaitez suivre le cours de Adley directement sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, allez directement en description de cette vidéo. Je vous mets le profil LinkedIn de Adley et aussi son site internet Deckmotive où Adley accompagne les mémorialistes à cartonner leur mémoire et leur épreuve du deck sur la partie de la soutenance. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!